Alors, bienvenue à toutes et tous. Nous reprenons les travaux de ces premières assises des conservateurs et conservatrices territoriaux de Bibliothèque de France. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau en nombre pour cet après-midi. Donc, nous sommes 106 actuellement en ligne et puis les participants et les participantes devraient nous rejoindre au fil de l'eau. Donc, je le rappelle, ces premières assises sont une première nationale et nous sommes accueillis dans les salons virtuels de l'INET, le partenaire institutionnel de ces assises. Alors, en premier lieu, je vais rappeler quelques règles pour que la session se passe le mieux possible pour toutes et tous. Donc, nous vous demandons de couper vos caméras et micros. Seuls les intervenants allument leurs caméras et micros. Vous pouvez réagir dans le chat de cette session Zoom. Nous reviendrons régulièrement à la fin de chaque session sur les questions posées. Vous pouvez également lever la main si vous souhaitez intervenir pendant la session et nous vous donnerons la parole à la fin des sessions. On a également parmi nous Olivier Sanson, un facilitateur graphique qui facilite donc l'événement. Nous reviendrons au cours de l'après-midi sur sa production. Et puis, nous vous informons que cet événement est filmé. Il sera rediffusé de manière large sur les réseaux sociaux et également en mode restreint pour les inscrits qui n'auraient pas pu suivre l'entièreté de l'événement. À présent, pour ceux et celles qui nous rejoindraient juste maintenant, je vais rappeler quand même les raisons disons, qui fondent l'événement auquel vous assistez cet après-midi. Donc, à l'origine de cet événement, il y a la réforme de la haute fonction publique, donc, qui a mis en exergue, je le rappelle, plusieurs éléments. Tout d'abord, le besoin fondamental pour les conservateurs de bibliothèques de rendre visible le caractère stratégique de la politique de lecture publique au sein des collectivités. Ensuite, l'urgence de faire reconnaître l'appartenance des conservateurs à la catégorie A+, des cadres dirigeants des collectivités. Et enfin, la nécessité de projeter dans l'avenir le statut des conservateurs. Donc, l'enjeu de ces assises, je le répète, c'est celui de la fondation d'une association professionnelle des conservateurs territoriaux de Bibliothèque de France, et ce, donc, pour pouvoir porter une voix commune pour notre cadre d'emploi. Alors, un petit retour sur ce qui s'est dit ce matin. Ce matin, nous avons vu comment les conservateurs territoriaux de bibliothèque se positionnent en cadre dirigeant au sein des collectivités, et donc bien au-delà de leur contingentement à un rôle de spécialiste de la lecture publique. Nous avons échangé également sur l'urgence de reconnaître leurs compétences managériales, stratégiques et transversales. Nous avons accueilli Monsieur Bianchi, qui a beaucoup insisté sur le rôle des bibliothèques dans l'évolution des territoires, sur l'importance de la compétence de lecture publique, et sur l'importance de la politique de lecture publique en tant que politique leader, à la croisée de nombreux enjeux, à la croisée donc des enjeux territoriaux, numériques, sociaux, citoyens, éducatifs et scientifiques. Monsieur Bianchi a affirmé la lecture publique comme vecteur de démultiplication du service public à l'usager, mais également et surtout comme un vecteur de son émancipation. Il a encouragé les territoires à user de leur intelligence pour faire de la lecture publique une politique levier des autres politiques publiques. L'idée étant bien sûr de bâtir des ponts entre les versants de l'action publique au bénéfice du plus grand nombre. Et pour cela, la question en fait du positionnement des conservateurs en tant que managers transversaux et stratégiques des politiques publiques nous occupe aujourd'hui, ainsi que celle bien évidemment de la reconnaissance de leurs compétences. Donc, fort de ce constat qui, nous en sommes évidemment tous convaincus, ne fait pas débat, cet après-midi, nous vous proposons de nous pencher sur du concret, sur la manière concrètement de fonder et d'ancrer ce positionnement, notre positionnement de cadre dirigeant au sein des collectivités, et ce, dans la durée. Donc, je laisse à présent la parole à Adrien Monniot, directeur de la BMC de Chalon-sur-Saône, et à Aénor Carbin, à la direction de la médiathèque de Pontarlier, pour faire un point sur notre statut. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis enchanté d'accueillir Adrien Monniot, directeur de la bibliothèque municipale classée de Chalon-sur-Saône, pour dialoguer ensemble du statut de conservateur des bibliothèques. Tout d'abord, peut-être une première question pour bien comprendre ce statut. Pouvez-vous revenir sur l'origine du cadre d'emploi des conservateurs de bibliothèques? Alors, merci pour cette question. Merci surtout de m'accueillir à ces assises et de me permettre non pas de faire sur la question des statuts un plaidoyer qui sera le travail d'une association, mais de débroussailler un tout petit peu un maquis dans lequel on n'est pas forcément toujours à l'aise, qui est le maquis des statuts. Vous savez que le droit a toujours un double effet. Il crée une réalité et puis il la reflète. Donc, c'est quand même un enjeu très important, surtout quand on parle de réforme de la haute fonction publique, que cette réforme va prendre la forme de décret, de s'interroger sur ce qu'actuellement le droit dit de la place des conservateurs dans la fonction publique et dans la haute fonction publique. Alors, la question historique, c'est une question évidemment passionnante. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette question-là qui a été un petit peu traitée. Si jamais ça vous passionne, vous avez tous dans vos fonds professionnels désherbés ou pas. Les bibliothèques en France de 91 à 97, où vous aurez toute la richesse de la dernière réforme des cadres d'emploi des bibliothèques, décrite par Philippe Marceroux, avec un petit exercice de futurologie. Qu'en sera-t-il en 2010? On est en 2020, certaines questions sont tranchées, d'autres pas encore. Il y a tout de même, à mon avis, deux points qui sont très importants dans l'origine de notre cadre d'emploi. C'est que au moment où nos statuts ont été rédigés, il n'y avait pas à l'origine de cadre A+ des bibliothèques. Donc, ça veut dire deux choses pour nous. La première chose, c'est qu'on est positionné en tant que conservateur comme A+, c'est-à-dire comme deuxième corps A, placé hiérarchiquement au-dessus d'un autre corps A qui est celui des bibliothécaires. C'est la première chose. Le deuxième point qui est important, c'est le choix qui a été fait à cette époque. C'est-à-dire qu'au début des années 90, enfin, fin des années 80, début des années 90, on décide que la culture, que les bibliothèques justifient, que c'est une politique d'une importance stratégique suffisante pour justifier la création d'un corps de hauts fonctionnaires. Et ça veut dire que la place des conservateurs de bibliothèques, elle n'est pas uniquement à l'intérieur de la bulle des métiers des bibliothèques, mais que chaque fois qu'on va toucher à quelque chose du statut des conservateurs ou du statut de la fonction publique, il va y avoir un effet de miroir ou pas, ou de décrochage. Euh, on n'est pas seulement lié dans notre conception statutaire aux bibliothécaires, aux assistants de conservation, etc., mais on est lié aussi aux administrateurs, aux ingénieurs en chef, etc. Donc, il est toujours important d'avoir en tête cette place de notre cadre d'emploi au sein d'une économie générale de la fonction publique. Voilà, je crois que ces deux points historiques sont importants. Suffisamment clair, a priori, pour être utilisé, quand on parle de l'INET notamment, l'INET forme les cadres A+, et puis qui était utilisé aussi, c'est important, par la DGAFP, puisque dans ses rapports annuels, la DGAFP définit de façon un peu fluctuante, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'un coup on est dedans, un coup on n'y est pas, définit une catégorie A+, donc une construction, disons. Alors, est-ce que nous sommes dedans ou pas? Alors, à l'origine, je vous l'ai dit à l'instant, la réponse est claire. On est conçu comme un corps, un cadre d'emploi A+. Néanmoins, il y a des glissements, des évolutions qu'on suit ou qu'on ne suit pas. Et je crois que la question se pose très franchement aujourd'hui de savoir si on y est encore ou pas et si on y sera demain, parce que la réforme devra répondre à cette question-là aussi. Et que nous soyons partie prenante ou pas, une réponse sera donnée.
Donc, être A+, ça veut dire mobiliser en fait un faisceau d'indices pour comprendre si on est dedans. Alors, un A+, déjà, ça implique qu'il y ait un autre corps A. Bon, ça, c'est réglé, que ce soit en territorial ou à l'État. Il y a un corps A, c'est celui des bibliothécaires, un cadre d'emploi A, c'est celui des bibliothécaires. Deuxième point, c'est la formation. Donc, on recrute à un certain niveau et on est formé, en l'espèce, en territorial, à l'INET. Ça parle aussi en faveur du A+. Un élément que je crois fondamental et qui, à mon avis, sera au cœur de la réforme de la haute fonction publique actuelle, c'est l'accès aux emplois fonctionnels. Alors là, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en territorial, cet emploi est garanti. Un conservateur territorial, pour peu qu'il soit titulaire, peut demain postuler et être recruté comme DGS d'Île-de-France. Voilà, ça ne pose aucun problème réglementaire. Inversement, depuis des réformes, en particulier le PPCR, qui a eu lieu il y a quelques années, qui a abouti à une revalorisation générale des grilles de la fonction publique, légère chez les conservateurs, très légère par rapport à d'autres corps et cadres d'emploi, a eu un effet pervers. C'est-à-dire qu'autrefois, pour accéder aux emplois supérieurs de l'État, la condition, c'était d'accéder à la hors échelle lettre A. Donc, les conservateurs étaient dedans, pas de problème. Les attachés ayant accédé à la hors échelle lettre A, les décrets statutaires des emplois fonctionnels ont été toilettés pour empêcher l'accès direct des attachés à ces emplois fonctionnels de l'État. Je résume, mais en gros, c'est l'idée. Et les grades et les cadres d'emploi et corps A+, ont tous accédé au moins à la hors échelle lettre B pour pouvoir accéder à cette nouvelle rédaction qui exigeait la hors échelle lettre B. Les conservateurs ont été oubliés. Donc, un conservateur d'État doit être conservateur général pour accéder à un emploi fonctionnel de l'État. Un conservateur territorial doit devenir administrateur ou passer à l'État et être nommé conservateur général dans la foulée. Ça veut dire très pratiquement que vous pouvez certes être DGS d'Île-de-France, mais par contre, vous ne pouvez pas être DRAC, sauf en Corse, parce que c'est un emploi de groupe 3 et que ça passe encore. Mais c'est quand même un peu absurde de se dire ça. Et puis, ça remet en cause, malgré tout, aux yeux de l'État qui, globalement, fait les réformes, mène les réformes de la fonction publique, ça remet en cause notre positionnement et ça le met en tout cas en danger, parce que ça diminue aussi une visibilité qu'on a globalement du mal à avoir. Je donne toujours l'exemple d'un inspecteur général qui nous avait dit à nous, promotion d'élèves de l'INET, en nous présentant un rapport. Ce n'était pas un inspecteur général des bibliothèques, c'était un collègue qui était inspecteur général de l'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui nous avait dit, mais j'ai découvert un corps, conservateur d'État, mais on est dans la même affaire en l'occurrence. C'est dire à quel point nous sommes ignorés. Alors, pour dire le plus grand bien de nous, après. Mais malgré tout, ça veut dire que toute une partie de l'appareil de l'État ignore jusqu'à notre existence et ne nous prendra pas en compte et nous oubliera toujours lorsqu'il s'agira de réformer les A+. Est-ce qu'on le restera? C'est toute la question. Merci pour cette réponse. Mais alors, face à cette difficulté d'être identifié comme interlocuteur légitime, quelles évolutions pourraient être apportées à ce statut? Par exemple, il n'y a pas de 3e grade, il me semble. Alors, effectivement, pas de 3e grade. Il y a sans doute beaucoup d'évolutions apportées au statut. Alors, un statut, c'est un peu comme une maison ou une voiture. Ça s'entretient régulièrement et puis, passé 20 ans ou 30 ans, il faut toucher un peu aux gros œuvres. C'est le cas pour la plupart des statuts de corps ou de cadres d'emploi qui ont été rédigés à peu près à la même époque que les nôtres. Ils ont été revus un peu plus en profondeur. Pourquoi? Parce que le monde change, parce que la fonction publique change et que ça crée dans les décrets statutaires une sorte de phénomène de sédimentation. Et c'est pour ça qu'à la fin, on a des oublis, on a des incohérences. Voilà. Donc, l'heure du nettoyage en profondeur, à mon avis, est arrivée. Alors, si on devait donner quelques axes centraux, à mon sens, d'une révision statutaire, il y aurait la question de la formation, mais il y a des assises d'ailleurs, il me semble aussi, de la formation des personnels de bibliothèque, où la question des conservateurs devra se poser, et notamment de l'équilibre entre la formation à l'ENSIB, la formation à l'INET pour les conservateurs territoriaux, et la formation dans ce futur ISP, dont on ignore encore exactement les contours précis, mais qui doit être le creuset de la haute fonction publique. Donc, voilà, je pense qu'entre ces 3 acteurs, il va falloir trouver le bon équilibre. Donc, il y a cette question de la formation. Il y a la question, effectivement, de ce 3e grade. Alors, la première difficulté, c'est qu'à l'État, les conservateurs généraux sont un corps. Donc, avant d'obtenir un grade en territorial, il faudra obtenir la transformation du corps en grade à l'État, puisque
un principe veut que les fonctionnaires territoriaux ne puissent pas être payés plus que les fonctionnaires d'État ou ne puissent pas bénéficier de carrières plus avantageuses, réglementairement parlant, disons. Donc, voilà, ce premier point. Donc, d'abord, un grade, un généralat à l'État, ensuite en territorial, ce qui est d'autant plus nécessaire que les autres cadres d'emploi et corps A+, ont un généralat, y compris les ingénieurs en chef qui ont été créés récemment, qui ont tout de suite eu un généralat, et parce que ça donne aussi une légitimité et une sécurité en cas de retour après un emploi fonctionnel. Je vous rappelle que les administrateurs et les ingénieurs en chef, grâce à un échelon spécial, culminent à la hors échelle lettre D. Donc en termes de rémunération, on ne parle absolument pas de la même chose que de la hors échelle lettre A. Cette question du toilettage du troisième grade et du toilettage de nos statuts et de nos grilles indiciaires, c'est aussi celui de l'allongement des carrières. Aujourd'hui, vous pouvez, en 20 ans, avoir fait le tour de votre carrière de conservateur. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, vous êtes conservateur en chef, hors échelle lettre A, il n'y a plus d'évolution. Voilà. Alors, ça dure plus ou moins longtemps selon les gens, mais c'est tout à fait réaliste en 20 ans sur une carrière. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui commence à 25 ans, à 45 ans, il a encore 20 ans de carrière devant lui. S'il souhaite rester dans son grade, dans son cadre d'emploi et sur des missions de directeur de bibliothèque, par exemple, par la JPA, il aura toujours le même traitement, ou à part négociation indemnitaire. Donc, le statut n'est quand même manifestement plus adapté à une carrière qui s'étale jusqu'à 65 ans et qui est beaucoup plus riche, peut-être, que ce qu'on pouvait imaginer quand on a conçu ces décrets statutaires. Très bien, je crois que vous avez évoqué le sujet, mais pouvons-nous revenir sur la grille indiciaire? Quelle révision de la grille indiciaire pourrait être envisagée? Alors, effectivement, ça rejoint ce qu'on disait là, mais il y a plusieurs, sans doute, il y a plusieurs degrés de modification envisageables. La première, et c'est celle que déjà évoquait M. Marceroux en 98, c'est d'atteindre l'homologie stricte, l'égalité stricte entre conservateurs territoriaux et conservateurs d'État. Ça ne tient pas à grand-chose, ça tient quelques points d'indice, mais voilà, sur le principe, c'est déjà une question. La question du troisième grade, évidemment, on l'a évoqué. La question du rythme aussi de la carrière se pose. Les administrateurs territoriaux ont obtenu il y a quelques années une accélération de leur progression de carrière pour coller à celle des administrateurs civils. Normalement, le corps des administrateurs civils, c'est le corps de référence A+. Tous les A+, devraient peu ou prou s'aligner là-dessus, même si on comprend bien que pour l'État et la territoriale, ça ne sera jamais tout à fait identique. Et puis, deuxièmement, là aussi, surtout si on parle d'accélération de la grille, en lien avec l'allongement des carrières, peut-être quelques échelons supplémentaires sur les différents grades. Le grade d'administrateur hors classe, par exemple, qui est l'équivalent de notre grade de conservateur en chef, monte à la hors échelle lettre B. Ça rajoute quand même une étape de plus, surtout que les hors échelles sont toujours décomposés en chevrons. Bon, voilà, ça donne une perspective un petit peu plus large de développer une carrière sur ces grades. Et justement, sur cette question des carrières, quelle incidence l'évolution du statut pourrait avoir sur le déroulé de carrière? Alors, ça, c'est la question qui est... Alors, c'est une question, c'est un peu de la futurologie, là, effectivement, comme le disait déjà Philippe Marceau en 98, on fait le même exercice. C'est-à-dire que si on toilette des statuts, on ne peut pas arriver, par exemple, face à la DGCL ou la DGAFP en disant, voilà, nous, on veut plus d'argent, on veut plus de régime indemnitaire, on veut des carrières plus intéressantes en matière matérielle, disons. La révision des statuts va poser d'autres questions. Alors, elle va déjà poser la question, et elle a été posée ce matin, de savoir quel est le nombre finalement des conservateurs qui se projettent réellement sur des emplois fonctionnels. C'est une vraie question, elle est importante. Et puis, peut-être que se posera aussi la question des strates démographiques, parce qu'au fond, on demanderait, le cas échéant, à être aligné sur des grilles indiciaires plus favorables que les nôtres, d'autres A+, qui n'ont pas les mêmes conditions ni de recrutement, ni de promotion, d'avancement de grade que nous. Il est possible que la réponse à ces questions-là ne soit pas forcément avantageuse pour un certain nombre d'entre nous. Les conditions étant un peu plus drastiques chez eux, il est plus difficile de devenir administrateur hors classe à ce jour que de devenir conservateur en chef, par exemple.
statutairement parlant, en tout cas, enfin, réglementairement parlant. Donc, il faut s'attendre tout de même à ce que toutes ces questions-là soient posées. Se posera peut-être aussi, je l'ignore, mais il faut l'anticiper, et la question ayant même été posée dans les fils de conversation de ce matin, la question de l'existence de notre cadre d'emploi, hein, puisqu'on est tiraillé entre ce côté spécialiste, expert, qui est important, et puis ce côté manager, cadre supérieur ou dirigeant, qui l'est tout autant. Les deux existent dans notre formation et dans notre exercice professionnel, mais on est très peu nombreux numériquement. À une époque où la simplification de la fonction publique fait qu'on réduit le nombre de corps et de cadres d'emploi, peut-être qu'un jour, je ne crois pas que ce soit du tout à l'ordre du jour, hein, ça n'est pas à l'État non plus, a priori, entre les ingénieurs et les administrateurs, mais donc ça n'est pas, probablement pas en territorial non plus, mais peut-être qu'un jour, on dira un seul corps à plus. Et là, se posera pour nous non seulement la question des avantages matériels à une révision, mais aussi la question de notre identité professionnelle. Merci beaucoup pour ces précisions, Adrien Monio. Je vais laisser la parole à Éléonora Leboeck, notamment pour prendre vos questions dans le chat et puis pour voir la facilitation graphique de Monsieur Sanson. Merci Adrien, merci Aénor. En effet, on va regarder un instant la facilitation graphique d'Olivier Sanson sur cette question épineuse. Merci. On a le résultat de la fin de matinée avec Olivier Bianchi, effectivement l'intervention d'Olivier Bianchi sur le dessus, partie supérieure. Effectivement, les questionnements regroupés ici autour du statut, nous ne sommes pas seulement liés aux bibliothèques, nous sommes ignorés à plus à les questionnements qu'on peut se poser autour des oublis, des incohérences de la formation. La question qui a été évoquée aussi du 3e grade et une situation qui est inadaptée, un équilibre à trouver et une adaptation nécessaire, effectivement. Merci beaucoup à Olivier Sanson. La tâche n'était pas forcément aisée sur la question des statuts. J'ai noté quelques questions, très peu sur le fil de discussion. Si vous souhaitez encore en partager ou des remarques ou des questions, n'hésitez pas. La première question pour Adrien Monio, ce serait pourquoi, donc ça revient à la première partie de l'intervention sur plutôt l'historique du statut, pourquoi à l'époque ce choix d'une partie A bibliothécaire et idem aussi pour les A+, on peut être un peu développer ce que tu as déjà dit, Adrien. Pardon, je n'ai pas exactement saisi parce que ça a un tout petit peu coupé. Donc, A et A+, au moment de la création, oui. C'est ça. Peut-être, alors, si Céline Corbière qui a posé cette question veut préciser, n'hésitez pas. Je pense que là, il est question de l'articulation entre bibliothécaire A et A+. Non, en fait, c'est pour savoir pourquoi les A ne se sont pas appelés attachés de conservation, comme pour les archives, et les B, je sais pas, administrateurs de conservation. Pourquoi est-ce que le choix a été fait pour les bibliothèques de mettre un nom particulier qui, du coup, peut être un carcan? Et en tout cas, moi, j'ai l'impression que dans notre administration, on est souvent oublié quand les métiers A+, ou A à l'époque, quand les bibliothécaires sont cités, il y a les attachés de conservation, il y a les ingénieurs, mais à chaque fois, le bibliothécaire n'est pas cité parce qu'on est tellement peu nombreux dans la collectivité, même en étant dans un département, qu'on est oublié, purement et simplement. Alors, je pense que les témoins de l'époque de cette réforme répondraient mieux que moi, hein, mais je crois que tout simplement, on a conservé d'une part des noms de grades et de cadres et d'emplois et de corps qui existaient déjà. Il y avait déjà des bibliothécaires territoriaux et des conservateurs à l'État, qui étaient les catégories A, hein, respectives. On les a d'autant plus conservés, je pense qu'il y avait déjà à l'époque une très forte identité professionnelle. Peut-être qu'on a, alors c'est une analyse personnelle hein, qui vaut peut-être pas grand-chose, mais je me dis qu'on a beaucoup raisonné aussi à l'époque à l'intérieur de notre environnement, bibliothèque, peut-être plus que en lien avec les autres corps et cadres d'emploi comparables, d'autant plus qu'à l'époque, les corps et cadres d'emploi, enfin surtout les corps A et A+, étaient beaucoup plus nombreux. On est aujourd'hui les héritiers d'une situation déjà extrêmement simplifiée. Hein. Chaque ministère pratiquement a eu par le passé ses A+. Enfin,
tout ce qui s'appelait conseiller de quelque chose, des conseillers d'administration scolaire et universitaire ont existé, comme il y a encore aujourd'hui des conseillers des affaires étrangères. Donc je crois qu'à l'époque, chacun gardait aussi sa spécificité. Voilà. Alors peut-être qu'on en paye le prix aujourd'hui parce qu'il y a une confusion, c'est possible, mais j'imagine qu'il devait y avoir de cela à l'époque. Une autre remarque effectivement de Dominique Lahari sur la question de ce moment crucial aussi. À l'époque, la création de la filière culturelle territoriale, il y a eu une volonté interministérielle de comparabilité donc entre l'État et qui a été réformée en même temps. Donc merci pour cette ressource partagée dans le fil de discussion si vous souhaitez y accéder sur la bataille des statuts. Par ailleurs, effectivement, la question... oui, Adrien. Oui, non, je me permets simplement parce que je vois que c'est Dominique Lahari qui ajoute toutes ces informations. Je vous renvoie aussi, je vous ai renvoyé aux bibliothèques en France, je vous renvoie aussi évidemment au site de Dominique Lahari où vous trouverez des pages très précieuses qui retracent précisément toutes les discussions qu'il y a eu à l'époque. Enfin, si on s'intéresse à la question, il y a matière à lire. Par ailleurs, également, une question sur la comparaison entre le statut de conservateur de bibliothèque territoriale, celui de musée, ou en tout cas patrimoine, pour le généraliser aussi sous sa forme qui peut être des archives, ou je ne citerai pas toutes les options. Peut-être une réaction, Adrien, sur cette partie qui concerne aussi l'INP et la formation en INP. Sur la comparabilité entre nos cadres d'emploi et ceux du patrimoine, alors pour le coup, on est resté, en tout cas en territorial, très très proches les uns des autres. La question est différente à l'État, et ça a sans doute aussi une vraie incidence dans la réforme, c'est qu'à l'État, les conservateurs du patrimoine ont un 3e grade, le généralat étant un grade depuis 2017. Donc, ça veut dire que les conservateurs territoriaux pourraient y accéder plus facilement dans le cadre d'une réforme, si on veut. Néanmoins, ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui encore, quand on lit le dernier rapport de la DGFP, quand on lit la liste des A+, alors ce n'est pas une vraie liste à prétention exhaustive, hein, ils n'ont pas encore mis les doigts là-dedans, je crois qu'ils n'osent pas trop. Néanmoins, on constate que dans les corps les plus représentés, sont cités les conservateurs généraux du patrimoine, alors même que ce corps n'existe plus depuis 2017. Les conservateurs de bibliothèques, dans ce tableau-là, n'apparaissent pas. La seule apparition des conservateurs de bibliothèques dans le rapport de la DGFP nous concerne, nous, territoriaux, et se trouve à la page de la formation, c'est-à-dire en lien avec l'INET. Merci. Une question également, est-ce qu'on peut revenir sur la différence HEA hors échelle A et HEB hors échelle B, qui a été une découverte pour un certain nombre d'entre nous? Alors, en gros, bon, vous savez qu'on a tous, et surtout normalement au stade de carrière qu'on a quand on sort de l'INET, hein, on a des chiffres, hein, on a un indice. Voilà. Sauf que passé un certain niveau, disons pour résumer les choses, l'indice n'est plus exprimé en chiffres, l'indice brut, mais il est exprimé hors échelle. Voilà. Donc, on a des lettres, en gros, qui vont de A à, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça monte jusqu'à G. Voilà. Donc, sur le papier, ça veut simplement dire qu'il y a 1 000 € d'écart, hein, brut, on va dire comme ça, dans les grandes lignes. Simplement, ça a une incidence plus importante que seulement financière. C'est que très longtemps, et donc encore dans les esprits, l'indice sommital, l'indice le plus élevé d'une grille, d'un corps ou d'un cadre d'emploi, c'est ce qui fait sa comparabilité. C'est-à-dire que voilà, les administrateurs ont tel indice sommital, donc sont A+, tous ceux qui ont le même indice sommital. Alors, ça n'est plus vrai depuis 2009. Néanmoins, dans la tête de beaucoup de gens, y compris des gestionnaires RH, la réforme de 2009 est passée totalement inaperçue. Et je vous invite d'ailleurs, sur toutes vos opérations de carrière, à être toujours très vigilants, parce que, pas de plus, nous sommes un corps oublié, et parfois, des choses qui peuvent échapper aux uns ou aux autres, même quand ils sont experts. Merci. Une question également sur comment justifier l'absence de généralat, alors que justement il y a une volonté de faciliter les passerelles entre les versants de la fonction publique. Alors, on trouve une explication que j'ai entendue souvent et qu'on lit dans des rapports, qu'on lit dans des notes, c'est le fait que le généralat coûterait trop cher aux collectivités. Alors, c'est un argument, ou à l'État, quand on parle d'État, c'est un argument qui
a du sens uniquement si on se projette sur le conservateur de bibliothèque, directeur d'une bibliothèque, fortiori si c'est une ville moyenne ou un réseau de taille moyenne, où là, effectivement, il y aurait un décrochage complet par rapport à ses collègues chefs de service ou directeurs. Parce qu'en règle générale, l'administrateur général ou l'ingénieur en chef général, il est ou il a été directeur général des services. Donc, il ne s'agit pas de dire on a un général A et tout le monde, quel que soit son emploi, accédera au général A. Ça, effectivement, je pense que ça ne sera jamais accepté par une collectivité. Il s'agit plutôt de dire que compte tenu de la richesse de la carrière des conservateurs qui se projettent aussi sur des emplois fonctionnels, le même système indiciaire, le même système doit exister que dans les autres filières. Donc, c'est souvent cette crainte-là, se dire, mais finalement, une bibliothèque, hors échelle lettre D, non. Oui, mais en fait, le sujet va au-delà de ça, quoi. Une autre question, finalement, comment un conservateur peut-il devenir administrateur? Est-ce que c'est en passant l'examen professionnel? Alors non, déjà surtout pas. Enfin, déjà non, parce qu'en fait, on ne peut pas. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de passer l'examen professionnel d'administrateur. Le nombre de cadres d'emploi qui sont éligibles à cela sont bien listés. Et donc, les conservateurs n'y sont pas, et pour une excellente raison, c'est que les conservateurs sont A+. L'examen professionnel étant normalement une voie de promotion de A à A+. Donc, non, on ne peut pas et on ne devrait pas, sachant que là, beaucoup de collectivités, je pense même une majorité de collectivités, diront à un conservateur qui veut passer en filière administrative, vous êtes attaché principal, alors qu'en réalité, les corps sont comparables. En 2009, et ça a été réaffirmé, j'ai vu passer le message d'Anne-Marie Bock en 2014, mais clairement, la comparabilité ne s'établit plus par rapport à la notion d'indice sommital, où effectivement, il pourrait y avoir une difficulté, mais c'est bien le niveau de recrutement et le niveau de responsabilité qui jouent. Donc, un conservateur qui souhaite devenir administrateur parce qu'il est sur un emploi d'administrateur, normalement, ça se passe par détachement ou par intégration directe. Après, ça peut être au choix du conservateur qui souhaite garder son grade ou pas. Effectivement, un témoignage d'Anne-Marie Bock. J'étais conservateur, devenu administrateur, loi 2014 sur les passerelles en fonction publique. Une autre question, pourquoi une grille indiciaire moins favorable en territorial? On l'a évoqué tout à l'heure. Alors, pourquoi? Parce que c'est vraiment très léger, ça tient un peu de choses. Alors, je ne comprends pas non plus pourquoi on laisse subsister ces petits écarts. Mais ce qui est certain, c'est que les avantages des régimes indemnitaires ou les grilles indiciaires de l'État sont un plafond pour nous. Voilà. Donc après, pourquoi est-ce que ça peine à être exactement égal? Franchement, je l'ignore. Pourrait-on envisager des éléments de formation commune entre élèves conservateurs territoriaux et élèves conservateurs d'État? Alors, ça a existé, jusqu'à une rupture qui reste douloureuse dans la tête de certains. C'est mon avis personnel. Je pense qu'on devrait peut-être quand même renforcer ces liens avec l'ENSIB. Moi, si vous me demandiez la formation idéale, je l'ai un peu esquissé tout à l'heure. Je pense qu'un tiers de la formation à l'ISP avec l'ensemble des A+, y compris donc conservateurs d'État, un tiers de formation à l'INET ciblée sur la territoriale avec nos collègues administrateurs et ingénieurs en chef, et puis peut-être un tiers, le tiers qui fait quand même de nous des experts d'une politique tutelle transversale, peut-être à l'ENSIB avec les conservateurs d'État, parce que quand on parle aussi de mobilité interversant, moi, je ne dis pas qu'un jour, ça ne m'intéressera pas d'être directeur d'un SCD, par exemple, ou d'aller travailler au ministère de la Culture, qui parle aussi de lecture publique, pour donner cet exemple. Donc, travailler, nous rapprocher à nouveau de nos collègues conservateurs d'État, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut simplement prendre garde à ce que ce rapprochement ne se fasse pas au détriment d'un maintien en A+, et d'un lien avec les autres cadres A+. Il ne faudrait pas qu'on dise, tiens, on va mettre tous les conservateurs ensemble dans un coin, puis on va les laisser faire leur tambouille. Voilà. J'en profite pour insérer une question qui n'est pas du tout dans le fil de discussion, mais qui est une actualité sur la rémunération des élèves conservateurs qui a été sortie d'une modification il y a quelques mois. Est-ce que tu pourrais revenir sur cet aspect-là? On parle de l'indemnité qui a été attribuée aux élèves administrateurs. Alors, en fait, l'INET a répondu là-dessus. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont réagi assez vivement tout de suite sur les réseaux sociaux. Je sais que des associations ont interrogé, et des professionnels ont interrogé l'INET là-dessus. La réponse a été claire et elle rejoint la question des grilles indiciaires entre l'État et la territoriale. C'est-à-dire que tout simplement, il y a un décret qui prévoit cette indemnité
Pour les élèves internes à l'État, donc soit administrateur civil, enfin une ARC interne, disons, soit pour les grands corps techniques, aucune disposition de ce genre n'a été prise pour les conservateurs de bibliothèques. On va supposer que c'est un oubli. Étant donné que ça n'existe pas pour les conservateurs, les élèves à l'ENSIB, ça ne peut pas, ce serait illégal de le transposer à la territoriale. Voilà, tout simplement. Merci. Plutôt des remarques à ce stade. Alors de plus en plus de collectivités transcendent les statuts pour le régime indemnitaire au profit d'une approche plus transversale par fonction. Exemple, au responsable de service, surtout quand il n'y a qu'un conservateur, on en a parlé ce matin, voire qu'un A+ dans la collectivité. Alors, c'est ce que par ailleurs... Non, mais pardon, hein, mais ça rebondit, en fait, c'est lié à ce que disait aussi Anna Marcusi ce matin sur ce qui se passe à Strasbourg. Très clairement, l'idée même du RIFSEP, c'est de mettre des indemnités, non pas en face de corps ou de cadre d'emploi, mais de fonction. Et donc, même si on se dit qu'il n'y a peut-être pas dans la collectivité de conservateurs qui soit DG, ça n'empêche pas de prévoir qu'un conservateur puisse être DG et donc de mettre exactement la même grille que pour les administrateurs. L'idée du RIFSEP, c'est bel et bien d'avoir une indemnité par fonction, par emploi, et non par cadre d'emploi. Donc, mauvaise habitude qui persiste, ça, et encore toutes les collectivités ne sont pas passées au RIFSEP. Un autre sujet, ça. En effet, c'est ce qui revient dans le fil de discussion. Sur le niveau de responsabilité, ce n'est pas une concreto, mais une abstracto. La motivation, alors, était le problème du régime indemnitaire. Effectivement, c'est une question qui revient. Par ailleurs, effectivement, on rappelle que l'INET propose des modules de formation avec l'ENSIB et l'École nationale des chartes ainsi que l'INP. Voilà. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Une dernière réaction, nous sommes oubliés effectivement dans la création de l'ISP et effectivement on n'est pas cité encore dans cette évolution de la formation. Au-delà du statut, il y a effectivement la question de la formation initiale. Alors, on n'a pas encore les contours exacts de l'ISP. Je sais néanmoins que des demandes et des communiqués ont été faits à cet égard pour alerter la ministre de la fonction publique sur cette question. Elle doit intervenir ce soir. Une question lui a été posée là-dessus. J'ignore si elle choisira d'y répondre ou non. Cette journée ne finit donc pas à l'heure prévue. Soyez en alerte. J'attends peut-être quelques secondes encore si vous souhaitez encore faire des remarques ou questions sur le fil de discussion. Merci encore à Adrien. Merci à vous. Et on essaiera de vous remettre également une liste des ressources qui ont été partagées ici, ou des ressources que nous a mentionné Adrien, pour que vous puissiez retrouver un petit peu les méandres du statut noir sur blanc écrit et reprendre un tout petit peu le fil de cette intervention. Merci beaucoup Adrien. On va passer à la suite. Je passe la parole à Damien. Merci. Oui, merci à tous les trois pour cette partie introductive de l'après-midi. Ces éclairages sont précieux, on le voit dans le chat. De toute façon, les remerciements quant aux diverses précisions qui ont été apportées en ce début d'après-midi. On va donc pouvoir passer à la dernière partie de ces assises. Et comme Luce le rappelait en toute introduction et comme on l'a évoqué à plusieurs fois durant cette journée, une part importante des collègues qui ont été consultés à l'origine de cette démarche et qui ont accepté d'y répondre ont manifesté le souhait de se regrouper sous une forme ou sous une autre, et notamment sous une forme associative d'ailleurs, pour porter une parole collective. C'est ce qui était ressorti donc de la consultation qu'on avait lancée et qu'on a donc restituée en décembre dernier. Je vous en parlais en début de matinée. Vous dire donc que cette dernière partie de la journée va se concentrer sur ce que pourrait être une structure professionnelle, une association professionnelle qui permettrait de regrouper les conservateurs et conservatrices de bibliothèques dans le champ territorial notamment. Et vous dire également que c'est un des groupes de travail thématiques de cette organisation collégiale qui a pris en charge ce dossier et qui va pouvoir vous présenter différents éléments, notamment un benchmark réalisé auprès d'autres associations professionnelles qui représentent une partie non négligeable du champ territorial et du champ culturel.
ce qui va nous permettre d'avoir quelques éclairages sur la manière dont on peut se regrouper. Donc, je vais laisser la parole au groupe Structure Professionnelle qui va terminer cette journée avec des travaux très éclairants également. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Merci Damien. Donc je reprends la parole et j'en profite pour vous dire bonjour puisque je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous. Donc cette dernière partie de journée, effectivement, sur le travail du groupe Structure, qui a travaillé sur l'opportunité de création d'une association qui a été évoquée tout au long de cette journée. Eva Stein de la promotion de Turing, Christelle Marco de la promotion de Morrison et moi-même, Éléonora Lebec de la promotion de Turing, allons vous présenter donc les résultats de cette recherche et de ces recherches. Ici, un tout petit rappel également pour les personnes qui n'ont pas pu assister à cette matinée ce matin. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui à l'étape des assises, après une année de travail pendant laquelle l'idée de la création d'une association a germé et mûri. Le groupe a analysé, comme le disait Damien, les résultats de la consultation qui a été lancée en juin 2020, a également effectué un benchmark tout au long des derniers mois, une réflexion juridique et organisationnelle. Nous vous présentons donc ce travail afin que vous puissiez vous en saisir à l'issue de cette journée. Encore une association. En effet, à titre individuel, certains conservateurs ont fait part lors de la consultation de leur questionnement quant à la plus-value d'une nouvelle association par rapport à celle déjà existante. Les résultats de la consultation de juin 2020 sont les suivants, et donc d'autres conservateurs et conservatrices, comme on l'a évoqué ce matin, disent et font valoir qu'une nouvelle association pourrait permettre de faire du lobbying et de valoriser ce cadre d'emploi dans un contexte, justement, on l'a évoqué tout de suite, de la réforme de la haute fonction publique. C'est exactement ce que rappelait ce matin Johanna Campinos en appelant ça « ne pas rater le train ». C'est donc ce qui nous a conduit à réfléchir plus en détail sur ce que pourrait être cette association. Pour cela, le groupe Travail Structure que nous représentons toutes les trois cet après-midi vous fournira plusieurs ressources. Dans un premier temps, les résultats du benchmark auprès d'associations, donc associations du domaine de la culture, de la lecture publique et de la culture, de la fonction publique territoriale ou encore représentatives d'un cadre d'emploi. C'est l'occasion de remercier les membres de ces associations qui ont bien voulu prendre le temps de nous répondre. Merci à vous, certains sont présents aujourd'hui. Également, on pourra vous fournir des éléments pour la rédaction des statuts de cette association, évidemment à modifier, à compléter, afin d'être votés lors d'une assemblée. Par ailleurs, des objectifs de cette association et leur déclinaison, ils sont issus de ce que vous avez pu nous exprimer pendant la consultation et du travail du groupe. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Un appui également à la préparation d'une assemblée constitutive de l'association et une date de rendez-vous pour cette assemblée constitutive. Je vais revenir un instant sur les objectifs et l'objet de cette association potentielle. Je passerai ensuite la parole à Eva Stein pour des précisions sur les conditions d'adhésion, d'organisation, de fonctionnement, ainsi que de budget et de financement de cette association. Voici les trois principaux buts ou objectifs qu'une structure collective pourrait porter. C'est vraiment issu de la consultation. C'est ce que nous avons pu retirer de vos commentaires libres également quand vous avez pu nous faire part de réflexions. Dans un premier temps, donc, promouvoir le cadre d'emploi, les compétences et les parcours, ça a été longuement évoqué ce matin, c'est-à-dire valoriser la transversalité de nos compétences, la plus-value de nos profils. Deuxièmement, contribuer à l'amélioration de la formation, de la carrière et de la rémunération de ce cadre d'emploi. Et troisièmement, fédérer les conservateurs territoriaux de bibliothèques, c'est-à-dire ce qu'on avait nommé dans la consultation « faire réseau ». La priorité, c'est donc bien de donner une reconnaissance à ce cadre d'emploi, et ça a été unanimement partagé dans les résultats de la consultation. Certains d'entre vous voient également un intérêt pour cette association, seulement si elle demeure ouverte aux conservateurs d'État ou plus largement à l'ensemble de la filière culturelle afin d'éviter l'écueil du corporatisme. Ces questions seront donc à déterminer dans les prochaines étapes qu'on vous propose.
un focus plus précis sur la déclinaison des objectifs et priorités qu'on vous propose aujourd'hui. Dans la partie supérieure de l'image, les priorités de travail qu'on pourrait qualifier d'internes à l'association. Évidemment, finaliser et voter les statuts, déclarer l'association en préfecture. On a essayé de parcourir certaines ressources pour pouvoir être prêt effectivement dans les prochaines semaines. Définir une organisation et le budget de l'association, c'est ce sur quoi reviendra Eva Astin tout à l'heure. Mettre en place des modalités de veille, partager des outils. On en a parlé ce matin, les ressources, le partage d'expériences est quand même quelque chose qui s'est révélé être un besoin lors de ce travail de plusieurs mois du groupe Assise, mais également ce matin dans nos discussions. Organiser évidemment des événements, des rencontres afin d'animer ce réseau. Alors, nous espérons que ça pourra également se faire en présentiel. Mettre en place des outils de communication externe. Ont été évoqués et imaginés par le groupe Assise plusieurs fois un site web, la diffusion de communiqués par exemple, l'alimentation de réseaux sociaux qui pourraient être des outils de communication externe de cette association. Dans la partie inférieure, plutôt des priorités de travail sur l'objet même de l'association, et ça dans un temps à court terme. Alors, premièrement, prendre position sur les éléments d'actualité et notamment sur la réforme de la haute fonction publique comme un des sujets à traiter. Dans la continuité de ce qui a été dit aujourd'hui lors de ces premières assises, il y a des outils qui seront évidemment à choisir. Structurer, connaître et piloter un réseau. Quelques idées évoquées là par le groupe Structuré, j'ai été assez heureuse de l'entendre ce matin également. On a pu évoquer l'idée d'un annuaire de conservateurs territoriaux des bibliothèques, le lancement également d'une enquête sur les conservateurs pour mieux connaître et faire connaître le cadre d'emploi, mais sur des données factuelles. Rendre possible aussi les échanges pour piloter un réseau de notre cadre d'emploi. Et troisièmement, devenir un interlocuteur reconnu. Évidemment, dans notre domaine strictement de lecture publique, auprès des associations et organismes professionnels partenaires, mais également auprès des acteurs en charge de mener un travail et de prendre justement des décisions sur le cadre d'emploi. Ces priorités de travail sont amenées à être enrichies évidemment par votre implication qu'on espère riche. Comme en guise de synthèse pour l'objet de l'association et ses objectifs, quelques bonnes pratiques issues du benchmark auprès des quelques associations que nous avons pu interroger. Il est nécessaire de bien définir le périmètre d'intervention de l'association au regard de l'écosystème des associations déjà existantes et donc également de collaborer avec les associations existantes sur des sujets communs. Je passe la parole à Eva Astin pour la suite. Oui, parfait. Merci beaucoup, Éléonora. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il me revient à présent de restituer la synthèse des aspects pratiques que nous avons abordés lors des différents entretiens avec les associations que nous avons contactées. Cette partie vous semblera peut-être un petit peu descriptive et lacunaire, mais nous n'avons pas le temps, bien évidemment, de rentrer dans les spécificités de chaque structure. Et surtout, l'objectif ici est de tracer les grandes lignes constitutives d'une association, d'exposer et de partager avec vous les avis et les conseils dont nous avons bénéficié, et surtout faire état d'un certain nombre d'interrogations auxquelles il conviendra de répondre lors de la rédaction des statuts et qui, par ailleurs, ont déjà été évoquées ce matin. Alors, il y a 3 volets principaux à prendre en considération. Tout d'abord, le périmètre des adhésions, l'organisation et le fonctionnement de l'association, et enfin, le budget et ses différents modes de financement. Pour les conditions d'adhésion, Éléonora, peut-être tu peux passer, voilà, merci.
Sans grande surprise, les résultats du benchmark, eh bien, il y aura bien évidemment des adhésions annuelles et individuelles, et pourquoi pas une ouverture à des personnes morales. On pourra définir différentes qualités de membres, des membres actifs, des membres bienfaiteurs, que l'on espère nombreux, et des membres d'honneur. La question des tarifs, le choix d'un coût peu élevé nous a été recommandé de façon à susciter un peu plus d'inscriptions lors de la création de l'association, mais également pour tenir en compte du fait qu'une même personne peut être déjà membre d'autres associations et pour ne pas gréver non plus son budget de cotisation. Il est conseillé également de pratiquer des tarifs différenciés en fonction du grade, du fait d'être en activité ou à la retraite, d'être un élève conservateur ou bien d'être en poste. Mais en fait, peut-être que la question la plus intéressante et qu'il conviendra de débattre lors de la constitution et de la rédaction des statuts, et qui ont été abordés ce matin, c'est le périmètre d'ouverture de l'association. Est-ce qu'on inclut les conservateurs et conservatrices d'État, les conservateurs et conservatrices du patrimoine, et également d'autres cadres d'emploi à plus de la fonction publique territoriale? Enfin, nous avons considéré qu'il fallait être attentif également à rassembler des adhérents avec des profils diversifiés afin de réunir et de représenter le plus grand éventail de points de vue. Éléonora, la slide suivante. Voilà, donc nous passons maintenant à la partie organisation et fonctionnement de l'association. Alors, à part une association qui a déclaré de s'être organisée selon un mode de gouvernance décentralisé, collectif et transversal, la plupart des associations que nous avons contactées sont bâties de manière assez classique. Au niveau de leur structuration, sans grande surprise, et puisque c'est obligatoire, elles disposent à minima d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier, auquel il nous est conseillé également de prévoir un ou plusieurs vice-présidents, ainsi que des adjoints ou des suppléants au secrétaire et au trésorier. Ensuite, la majorité des associations s'est dotée également d'un bureau et d'un conseil d'administration qui prennent appui sur des délégations régionales afin de faciliter le travail au niveau des territoires, le lien avec les élus, avec les différents organismes professionnels et partenaires, et sont complétés par des groupes de travail transversaux. Ces groupes de travail sont en général thématiques, soit ils travaillent sur des thématiques pérennes comme l'égalité des chances, l'accessibilité, ou alors ils peuvent être créés de manière ponctuelle pour répondre et pour coller à une actualité, comme par exemple en ce moment la gestion de la crise sanitaire. Voilà. Au niveau du fonctionnement, alors là, il serait rébarbatif de dénoncer tous les modèles que l'on a rencontrés. Je vais vous livrer ici quelques éléments saillants qui devront faire l'objet d'une analyse plus critique lors de la rédaction des statuts. Alors, pour les élections et les modes de scrutin, tous les modèles imaginables ou presque existent. Pour les élections, en général, c'est l'Assemblée générale qui vote pour les membres du conseil d'administration, également pour les délégués régionaux qui doivent présenter une candidature motivée. En général, ce sont les membres du bureau qui… non, pardon, c'est le conseil d'administration qui élit les membres du bureau. Pour les modes de scrutin, deux modes de scrutin principaux, soit une élection effective ou une décision par la définition d'un quorum à atteindre avec les voix, soit par une élection à la proportionnelle. Au niveau des mandats, en général, on a rencontré des mandats de 3 ans, renouvelables ou non. Certains conseils d'administration renouvellent leurs membres par tiers tous les 3 ans.
Et nous avons rencontré également le cas où le président du conseil d'administration peut être le même que celui du bureau. Au niveau des réunions, et bien évidemment, il est obligatoire de faire une assemblée générale une fois par an, mais celle-ci peut être assortie d'assemblées générales extraordinaires s'il est besoin. Le conseil d'administration s'est réuni 3 à 4 fois par an de façon à pouvoir faire avancer les affaires, les actions, sans avoir à demander à l'ensemble de l'AG. Et enfin, le bureau, en général, se réunit à raison d'une fois par mois. Je termine par le siège de l'association. Il y a 3 choix possibles, soit au domicile d'un des membres de l'association. Autrement, on peut être hébergé par une maison des associations, auquel cas il faudrait bénéficier ensuite d'une délibération municipale. Et le 3e cas, mais celui-là va provoquer quelques dépenses, mais c'est d'être abrité par une entreprise commerciale qui héberge justement des sièges sociaux d'associations ou d'entreprises. Alors, quelles sont en résumé, quelques bonnes pratiques qu'on a pu identifier? Cela peut sembler un vœu pieux, mais on peut toujours espérer de prévenir au maximum les conflits de pouvoir à l'intérieur de l'association. Et rien de mieux que de répartir clairement les attributions entre le conseil d'administration et le bureau, et entre les groupes de travail entre eux. Ensuite, il est primordial d'assurer qu'il y a une bonne articulation et une bonne circulation de l'information entre le niveau national et les délégations régionales. Et enfin, un point d'attention sur ne pas instaurer un quorum de voix trop important, parce que cela obligerait de voter continuellement jusqu'à ce qu'on atteigne le quorum requis, et donc ça bloque et ça freine un peu l'action. Alors, nous passons à la dernière partie pratique. Et donc là, il s'agit des budgets et des modes de financement. Alors là, il y a moins de variantes, forcément, puisqu'il y a des postes de dépenses fixes qui sont incompressibles, de même que les sources de financement sont loin d'être illimitées. Il faut considérer que le budget va dépendre des objectifs que s'est fixé l'association, des prestations de services qu'elle offrira et de son envergure, évidemment, que ce budget va évoluer avec la croissance et le développement de l'association, étant entendu que le budget et les finances d'une jeune association sont sans commune mesure avec ceux d'une association ancienne et bien implantée. Alors, il y a 3 types de dépenses, pardon. Vous les voyez apparaître à l'écran, les dépenses de fonctionnement courant, les frais bancaires, l'assurance, l'hébergement du site internet, les frais de domiciliation si on décide d'être hébergé par une entreprise commerciale, les frais liés au lancement de l'association, tous les différents supports de communication, si on désire imprimer des flyers, des plaquettes, voire même des encarts de presse, les frais de création d'un site internet, d'une identité, d'une charte graphique. Et enfin, les frais liés à la vie propre de l'association et à son action, c'est-à-dire la participation à des salons, des conférences, l'organisation d'un banquet annuel, j'espère, des frais de déplacement des membres de l'association et également la rémunération des prestataires extérieurs. Au niveau des sources de financement, bien évidemment, c'est le montant annuel des cotisations. J'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'il était possible de faire une demande auprès de l'administration fiscale afin de pouvoir émettre des rescrits fiscaux qui permettront aux personnes qui ont cotisé de déduire une part de leur cotisation de leurs impôts annuels. Au niveau du sponsoring, pas de grosses surprises, la plupart des associations font appel à des organismes dont le cœur de cible sont les fonctionnaires. Donc, on retrouve souvent la CASDEN, la MNT, l'UGAP, etc. Et je termine par la dernière source de financement souhaitable et que nous espérons abondante et généreuse, ce sont les subventions publiques. Voilà, j'en ai terminé avec les aspects pratiques. C'est un balayage assez large.
On prendra bien évidemment le temps de faire une analyse approfondie et critique de tout ce benchmark que vous retrouverez dans les tableaux qu'on pourra vous fournir à l'issue de cette journée d'assises. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Christelle. Merci Eva. Donc, je vais vous proposer de vous montrer le formulaire qui va vous permettre de donner le degré d'implication que vous souhaitez mettre dans cette association et puis de convenir de date. Mais avant ça, je vous propose, pour qu'on se donne une idée un petit peu, nous les organisateurs, si cette journée et puis si les discussions qui ont été menées vous ont convaincu d'adhérer à une association de conservateurs territoriaux. Donc, ce que je vous propose, c'est dans le fil de discussion, de mettre de 1 à 5, Eleonora, si tu peux mettre la diapo, à quel point êtes-vous prête à faire partie de cette association. Donc, vous mettez un chiffre de 1 à 5, 5 étant le plus haut de la motivation. Et puis, Damien fera la moyenne en même temps. Damien, tu es là? Tu peux faire la moyenne? On n'a que des 5. Formidable. Je suis à 4,92 pour l'instant. 4. Bravo, merci. Bon, écoutez, on voit que la motivation est là, ça fait très plaisir. Effectivement, c'était une journée très, très riche. Alors, je vous propose de passer au concret, c'est-à-dire de montrer comment vous pouvez vous investir, parce que maintenant, il va falloir organiser l'Assemblée générale. Est-ce qu'Eleonora, tu peux afficher le formulaire, s'il te plaît? Voilà. Donc, c'est un formulaire. Donc, je vais vous donner le lien sur le fil de discussion que vous allez pouvoir remplir tout de suite et puis jusqu'à dans 10 jours à peu près. Il se déroule en 3 pages. Donc, la première page va vous permettre de vous présenter. Vous voyez qu'il y a des astérisques rouges. Donc, ce sont les champs obligatoires. Eleonora les remplit en même temps, comme ça on va pouvoir passer ensuite à la page 2. Donc on vous demande votre nom, votre prénom, votre adresse mail et vos fonctions. La seconde page va nous permettre de préparer l'AG. Alors, pour cet AG, on vous propose des dates donc en juin, parce qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas trop repousser, sinon ça allait encore laisser trop de temps avant de réagir. Donc, vous cochez sur l'une des dates qui est là ou sur aucune des dates si vous ne pouvez pas, mais que vous avez quand même envie, vous pouvez rédiger un pouvoir à l'un des participants à l'AG. Et puis ensuite, vous nous indiquez si vous souhaitez être contacté pour préparer l'Assemblée constitutive et participer à la rédaction des statuts de la future association. Ensuite, vous pouvez passer à la dernière page. Et sur cette dernière page, oui, c'est en visio, pardon. Il va falloir organiser tout ça en visio, mais finalement, maintenant, on a l'habitude. Donc, ça se fait très bien. Votre implication dans la future association. Donc, là, vous pouvez cliquer sur membre du bureau ou du CA. Si c'est le cas, vous voyez qu'on vous indique « Je présenterai ma candidature à l'une des fonctions suivantes » et vous pouvez indiquer d'ores et déjà si vous souhaitez être président ou suppléant, secrétaire, trésorier, pourquoi pas l'une de ces fonctions, mais vous voulez réfléchir encore, ou alors simple membre du CA. Si vous avez une deuxième possibilité, membre du bureau et d'un groupe de travail. Alors, on a fléché des groupes de travail qui nous semblaient prioritaires, mais vous voyez que tout en bas, il y a une autre thématique qui me semble prioritaire. Vous pouvez vous-même proposer des thématiques de groupe de travail. Donc, dans ce que nous, on a fléché pour l'instant, c'est l'organisation de la défense du statut de conservatrice, c'est-à-dire aller parler évidemment avec les institutions. Ensuite, deuxième groupe de travail, le développement d'outils de communication et de fonctionnement interne à l'association. Troisième groupe de travail sur les outils de communication externe. Et puis, comme je le disais dans le fil de discussion, le développement de partenariats avec d'autres associations. Alors, j'ai mis la ECTB, l'ABF, la BD, la DBGV, mais évidemment, le lien avec les associations professionnelles est très important et on l'a souligné toute la journée.
Et puis enfin, vous pouvez laisser des commentaires libres. Vous pouvez évidemment indiquer que vous souhaitez simplement vous impliquer en tant qu'adhérent et membre d'un groupe de travail ou en tant que simple adhérent. Et enfin, vous cliquez tout en bas à droite sur « Soumettre » après avoir pris connaissance du fait que vos réponses seront transférées aux organisateurs de l'Assemblée constituante. Et le formulaire est soumis. J'ai vu dans le fil de discussion que certains commentaient, mais je vais laisser la parole à Luce qui va revenir sur tous ces sujets. Merci. Merci Christelle. Alors, donc effectivement, dans le chat, on a plusieurs interventions sur quelle marge de manœuvre lors de l'Assemblée constitutive, le nom de l'association est-il déjà tranché, certaines personnes qui préféreraient une association de hauts fonctionnaires dans la lignée de la formation INET. Donc là, effectivement, nous, ce qu'on vous propose, c'est de venir si cette option et ce projet vous convainc, c'est de venir participer à la fondation de l'Association des conservateurs de bibliothèques de France territoriaux dans un premier temps. Pour tout ce qui est mode d'organisation, article, statut, nom d'association, rien n'a été tranché. Comme il a été mené par l'équipe des Assises, c'était un travail vraiment essentiellement de benchmark, d'où on a tenté de tirer des premières préconisations. Cependant, les choix doivent être faits en collectif avec les personnes qui souhaiteront s'impliquer dans cette association. Et donc, dans ce sens-là, nous vous encourageons à remplir donc le formulaire présenté préalablement par Christelle. Voilà, donc de même, la question de Florence Le Pichon, lien avec des fédérations telles que la FIL, ceci pourra être également exploré dans le cadre de l'association qui sera telle qu'elle sera décidée. Il y a un groupe de travail dédié aux relations interassociatives qui est préconisé, qu'on a fait apparaître dans le questionnaire qu'on partage avec vous aujourd'hui. Cependant, voilà, tout ça est évolutif et comme l'a dit Christelle, vous êtes également libre de proposer des groupes de travail. Donc, nous, vraiment, l'équipe des Assises, on a porté les Assises pour créer les conditions favorables, le terreau pour bâtir cette association professionnelle des conservateurs. Après, maintenant, le projet de l'association, quelle forme celle-ci prendra-t-elle, ceci, maintenant, devient un nouveau projet auquel on espère vous fédérerez et ça devient donc un projet collectif qui est tout à fait distinct en fait de la production de cet événement. Voilà. Je pense qu'on a également une question sur l'Assemblée générale en visio. Peut-on le faire? Est-ce légal? Donc, ça, je pense qu'on va le vérifier en interne. Je ne sais pas si quelqu'un du groupe association professionnelle a la réponse sur ce point-là. Mais je pense qu'effectivement, donc on le vérifiera en amont. Là, l'idée, donc Anne-Marie Bock nous dit que l'ABD fait son AG en visio, donc j'imagine que c'est légal. Ok, donc on pourra faire l'AG en visioconférence. Donc, il est 15h09. Je vous propose de faire un petit retour sur les travaux de notre facilitateur, Olivier Sanson. Pour voir un petit peu ce qui émerge sur les graphiques. Donc, le temps que Olivier partage son écran. Le temps qu'il partage, il y avait une question fiscale qui a été mise, que tu n'as pas lue plus haut. Oui. Oui, allez-y. C'est juste parce qu'il était fait mention du rescrit fiscal tout à l'heure par rapport au fait que ça peut être déclaré vis-à-vis de l'administration des impôts. Je faisais état d'une expérience plutôt négative, c'est que l'administration fiscale est très restrictive sur l'attribution du rescrit et qu'il vaut mieux évaluer soi-même qu'on répond aux critères d'intérêt général
pour pouvoir ensuite établir des reçus fiscaux. Parce qu'une fois qu'on a un refus de l'administration fiscale, on est bloqué. Voilà. Alors après, il y a d'autres assos comme l'ABF qui sont reconnus d'intérêt public, où là, c'est d'office. Mais pour les associations d'intérêt général, il faut faire l'analyse des critères de non-concurrence, de non-publicité, etc. Enfin, tout ça est très, très bien expliqué sur le net, on trouve tout ce qu'on veut, mais je ne recommande pas de faire la demande directement aux services fiscaux. Il y a plus de cas recalés que de cas reçus. Dans ce cas-là, ça déçoit les gens qui pensaient pouvoir faire leur déclaration annuelle d'impôt et en ayant une déduction. Très bien. Ben, merci pour ce point de vigilance. On en prend en bonne note. Merci. Très bien. Donc, je vous propose de faire donc un dernier zoom sur les travaux d'Olivier Sanson. Donc, à l'écran, la première... donc, je pense qu'il y a donc de nouveaux éléments, donc notamment sur l'association professionnelle. Donc, on voit effectivement les questions qui se posent autour de l'association professionnelle. Donc, déjà, son mandat, son périmètre d'intervention, quelles conditions d'adhésion, également, donc, comment piloter cette association, comment fédérer, avec toujours cette finalité de la reconnaissance, comment structurer le modèle économique, etc., etc. Donc, autant d'options en fait, qui nous faudra éclairer en collectif. Et donc, pour cela, nous vous proposons donc le formulaire en ligne pour venir vous positionner sur ces éléments-là pour ceux qui souhaitent continuer, du moins, enfin, commencer l'aventure sur ce champ associatif. Donc, pour faire un petit résumé peut-être de la journée, donc on a vu, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, c'était très riche. Donc, ce matin, on a vraiment travaillé, échangé sur les compétences stratégiques des conservateurs, leur capacité à embrasser de vastes champs de politique publique. On a évidemment souligné la nécessité d'activer leur reconnaissance, notre reconnaissance, la reconnaissance de ces compétences. On a également eu une intervention très inspirante de Monsieur Bianchi sur l'importance de la lecture publique en position de passerelle, à la croisée de nombreux enjeux territoriaux, numériques, sociaux, citoyens, éducatifs, scientifiques. On a vu aussi, on est passé par un petit historique du statut de conservateur, sa multidimensionnalité dans les fonctions recouvertes, les enjeux d'identité professionnelle qu'il porte, l'adaptation qu'il appelle, bien évidemment. Et enfin, on a clôturé cette journée par la question que nous posons d'une association professionnelle. Et donc, cette association professionnelle que nous appelons de nos voeux, en tout cas pour ce qui est de l'équipe des assises, et dont le mandat, les objectifs, les modalités pratiques pour en prendre des formes diverses et variées, sur lesquelles il nous faudra ensemble, collectivement, trancher très rapidement, et ce, afin de ne pas rater ce train qui a été évoqué plusieurs fois au cours de la journée. Donc, il est temps à présent de clôturer ces assises, mais comme nous l'avons dit tout au long de cette journée, il n'est pas temps de nous quitter définitivement, puisque, à notre sens, l'aventure ne fait que commencer. Alors, pour ceux et celles, je le répète, qui souhaitent s'engager dès demain dans la fondation d'une association professionnelle des conservateurs de Bibliothèques de France, nous vous invitons donc à remplir le questionnaire Framaform préalablement présenté par mes collègues. Nous fixerons une date, donc ce sera le 7, le 14, le 21 ou le 28 juin en visioconférence, et cette rencontre sera l'assemblée constitutive de l'association. Nous espérons que vous y serez nombreux et nombreuses. Alors, nous vous informons que ces assises feront l'objet d'un communiqué de presse auprès de nos partenaires presse que j'ai préalablement cités, donc la Gazette, Actualité et Livre Hebdo.
Le replay de ces assises eh bien, sera bientôt disponible. La synthèse graphique établie par M. Sanson sera aussi disponible. Nous diffuserons ces éléments sur les réseaux sociaux. Nous vous enverrons évidemment le lien par mail en même temps que nous enverrons le lien vers le questionnaire Framaform. N'hésitez pas à relayer ces éléments à des personnes qui n'auraient pas pu assister à cette rencontre. Alors, ça c'est le petit point administratif, nous pouvons délivrer une attestation de présence à ceux et celles qui le souhaiteraient, qui en auraient besoin. Alors, pour ce faire, veuillez nous écrire à l'adresse des assises sur GMX sur laquelle vous êtes déjà inscrit et nous répondrons donc à votre sollicitation du mieux que nous le pourrons. Alors, en guise de clôture collective, nous vous proposons d'immortaliser ce moment en prenant une capture d'écran collective. Bon, voilà, c'est un moyen d'infuser un petit peu de convivialité malgré tout, même si c'est loin d'être idéal. Donc, nous vous demandons, si ça vous dit de faire cette photo collective des assises, eh bien, d'allumer vos caméras et nous allons prendre une photo. Donc, donc là, vous pouvez tous passer en mode caméra. Voilà. Donc, on va faire un affichage galerie. Donc, je prends la photo, je fais l'impression. OK, donc j'y vais. Alors, ça va faire une galerie en plusieurs... parce qu'on a 6 écrans de galerie. On est tellement nombreux qu'il y a 6 écrans de galerie. OK. Voilà. Alors, j'enregistre la capture. Voilà. Très bien. C'est bon pour la photo, on est très heureux de découvrir vos visages. Et donc, il nous reste une chose, et pas la moindre, il nous reste à vous remercier. Alors, on remercie nos partenaires, l'INET notamment, les associations professionnelles, ABF, ADBGV, ABD, qui nous ont soutenus dans ce processus de production de cet événement. Nous remercions bien évidemment les intervenants, les intervenantes qui ont rendu cet événement possible, les membres du comité scientifique et technique que j'ai déjà cité en introduction, qui ont été qui ont apporté une caution déterminante à ce projet. Nous vous remercions bien évidemment vous. Vous avez été nombreux et nombreuses à suivre ces assises. Alors, petite information, nous avons eu au cours de cette journée une moyenne de 150 participants à l'événement. Donc, nous pouvons dire qu'environ un quart des conservateurs territoriaux de bibliothèques ont assisté à ces assises. Et pour nous, cela veut dire beaucoup. Cela veut dire quelque chose de l'avenir porteur qui s'ouvre pour notre cadre d'emploi. Alors, merci à vous et rendez-vous est pris en juin pour l'Assemblée constitutive de l'Association des conservateurs territoriaux de bibliothèques de France. À bientôt!